elle vient du fait que les EI sont bien définis à des fibrés en droite qui viennent de X. Elle représente le problème de module, mais EI lui-même n'est pas tout à fait bien défini. C'est quelque chose qu'on voit déjà quand on regarde le groupe de Picard relatif. Le faisceau universel est défini à des choses qui viennent de la base. Donc on a la situation suivante. On dispose d'un recouvrement ouvert, UI, que j'ai sous-entendu ici, avec des fibrés EI, et on dispose d'isomorphisme, phi I de la restriction de EI à U IJ, dans EJ, restreint à UIJ. Alors, je suppose, évidemment, donc je vais peut-être l'écrire quand même, je suppose qu'on a pris un recouvrement ouvert, et je suppose, pour avoir des calculs de Komojitchev un peu plus simples, je suppose que le groupe de Picard, à la fois des UI et des UIJ, est trivial. A priori, c'est ouvert pour la topologie étale. C'est pour ça que je me suis permis de prendre la topologie. Je suis sur C, donc je vais prendre la topologie transcendante. Sinon, il faut trivialiser les fibres en droite qui apparaissent dans le cocycle que je vais écrire. Donc c'est un peu suivant. C'est l'avantage de la topologie analytique, c'est que je peux tous les trivialiser tout de suite. Ok. Donc on a ces phi IJ. Donc on dispose de ces isomorphismes qui sont bien définis, donc à un fibré en droite près. Et donc, la relation ces isomorphismes ne sont pas compatibles a priori, je n'ai pas spécialement de raison, mais on a la chose suivante. Si on compose phi KI, puis phi JK et phi IJ, cette chose-là donc, va de EI de la restriction de EI à UJK dans lui-même. Et donc c'est bien défini à un certain multiple, à une certaine constante près, alpha IJK. Oui, pardon, j'ai dit une constante, je voulais dire une unité. Ah, donc alpha IJK. Non, vous avez. Non, c'est tout à fait. C'est pas du. Si, c'est une homothétie de rapport. Comment ça? Bah parce que ces isomorphismes sont définis à un fibré en droite près. Donc il n'y a pas de fibré. Donc c'est juste la multiplication. Cet isomorphisme-là est défini à un fibré en droite près. Donc ça va de EI dans lui-même à une section de O UIJK près. Oh, pardon. Excusez-moi, qu'est-ce que... Donc c'est bon. Donc on a cette chose-là qui appartient, c'est un endomorphisme de EI restreint à UIJK. Et donc j'ai envie de dire tout simplement. Oui, c'est ça que... Voilà, c'est exactement ça que j'essaie d'exprimer, mais que j'exprime. Donc... Alors, c'est quoi UIJK? C'est UIJK croix X. Oui, tout à fait. C'est non, oui, alors ça c'est tout à fait catastrophique, effectivement. Il existe EI là-dessus, donc c'est UIJ. Toutes ces choses-là sont UIJ croix X, sont UIJ croix X. Bien sûr. Et donc, ça, par l'argument que vient de donner Hélène, donc, c'est quelque chose qui est défini à des fibrés en droite en bas. Donc, phi KI rond phi JK rond phi IJ. Donc, c'est égal à alpha IJK fois l'identité avec alpha IJK, un cocycle
à valeur. Alors cette fois-ci, donc ça va être le tiré en arrière d'une fonction sur M. Donc le tiré en arrière d'un cocycle. À valeur dans OM étoile. Donc c'est cette situation-là qui arrive. Donc on dira, je vais revenir dans une minute, donc ce cocycle, oui, mais je peux changer, enfin, EIJ... Ah oui, non, ok. Bon, non, manifestement, je vais me tromper dans la notation si je laisse le faire tout de suite, donc je suis désolé pour ce cafouillage. Quoi qu'il en soit, donc si on fait cette chose-là un tout petit peu plus soigneusement que je l'ai fait, malheureusement, on obtient donc une obstruction qui vient de ces fibres en droite, qui est à valeur, donc, qui donne un cocycle à valeur dans O étoile M, et donc on dira, alors heureusement cet exemple ne sera pas utilisé directement à la suite, on dira qu'il existe un fibré universel, mais tordu par quoi? Alors vous voyez, on est sur le fibré universel est sur X croix M, donc X, M croix X peut-être, M croix X, on a une projection P sur le premier facteur M, et donc c'est tordu par P-1 alpha, où alpha est l'élément correspondant dans H2 de M OM étoile. Okay, on a ce cocycle, il donne lieu à quelque chose dans le groupe de Brouwer de M, et on a une obstruction, et donc on va remplacer ça par une définition en disant qu'il existe un fibré universel tordu. Donc un fibré tordu n'est pas un fibré. C'est vraiment juste cette donnée-là. Alors juste un tout petit mot d'histoire de cette notion. Donc c'est une notion qui apparaît, j'ai envie de dire presque évidemment, dans les travaux de Giraud. Donc c'est quelque chose, je dirais un tout petit mot sur la façon d'interpréter ça avec des gerbes. J'essaierai de rester un peu plus terre à terre. Mais donc, ça apparaît dans Giraud comme homologie non abélienne. Donc on verra dans un tout petit moment qu'une façon de définir un fibré universel, c'est un fibré sur une gerbe, justement, sur une gerbe de classe alpha. Puis ça n'a pas été beaucoup exploité de manière géométrique, et c'est revenu dans le contexte exact qui nous intéresse, dans les travaux de Mukai. Donc ensuite, c'est revenu dans les travaux de Mukai, un peu caché, pour la raison suivante. Donc j'ai décrit la théorie de Mukai tout à l'heure, la semaine dernière, donc sur le fait que sur les espaces de modules de faisceaux sur la surface K3, donc un espace de module de faisceau sur une surface K3 est en général une variété symplectique holomorphe. Mukai s'est même beaucoup concentré sur le cas où cet espace de module est lui-même une surface, donc dans le cas d'un vecteur de Mukai isotrope. Mais évidemment, dans l'étude des relations entre une surface K3 et une surface qui a un espace de module de faisceau, cette difficulté, l'existence ou non d'un fibré universel, est cachée. On l'a vu la semaine dernière quand j'ai défini le foncteur de Fourier-Mukai qui relie la cohomologie d'une surface K3X et la cohomologie de son espace de module. Il y avait un point assez subtil qui, par miracle, se résolvait très bien. C'est le fait que le foncteur n'était pas intégral, parce qu'on n'avait pas de fibré universel. On n'avait pas de fibré universel, mais on arrivait quand même à construire un fibré, donc ce qu'on appelle quasi-universel, qui est de rang plus grand. On définissait
une correspondance à l'aide de ça, et puis il fallait diviser par un rang qui est en fait la torsion justement de ce alpha dans le groupe de Brouwer. Et on avait cette chose-là. Mais il y a quand même une morale, c'est-à-dire que le fait que ce foncteur au niveau de la cohomologie soit entier ne traduit pas tout. Il y a effectivement un phénomène non entier qui est lié à l'absence, dans certains cas, d'existence d'un espèce de module fin, et il se lie, donc ce n'est pas le sujet de ce cours, mais il se lie dans les catégories dérivées. Donc si vous avez une surface K3, X, puis vous avez une autre surface K3, disons Y, qui est un espace de module de faisceau sur X, en général c'est un espace de module grossier. Donc la correspondance entre les groupes de cohomologie marche, elle ne voit pas ces obstructions. Par contre, la correspondance entre les catégories dérivées de faisceaux, elle la voit très bien. Et il y a des phénomènes de non-intégralité. Donc c'est quelque chose donc ce phénomène était apparent dans les travaux de Mukai, et ça a été mis en valeur par Caldararo, qui a donc exprimé ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire, il a dit que quand dans cette situation on avait X et Y qui étaient espaces de modules de faisceaux l'un sur l'autre, on avait une équivalence de catégories dérivées, non pas entre les catégories dérivées de faisceaux cohérents, mais entre les catégories dérivées de faisceaux cohérents tordues par la classe dans le groupe de Brouwer qui apparaît là-dedans. Donc, disons, c'est une équivalence. Il a étudié les équivalences de catégories de faisceaux tordus. De faisceaux tordus, de catégories dérivées, en l'occurrence. Donc c'était quelque chose qui a très bien marché. Et c'est ce qui a poussé donc, des gens comme Huybrecht et Stellari et Yoshioka à faire une théorie raisonnable des espaces de modules de ces faisceaux tordus. Donc c'est une direction. Puis dans l'autre direction, il y avait des gens, donc, typiquement Johann de Jong, qui s'intéressaient à des problèmes plus arithmétiques type période indice, et qui sont et donc l'autre direction qui s'est rejoint très vite. Donc c'est peut-être d'abord de Jong et puis ensuite surtout donc Lieblich, qui pour des raisons arithmétiques ont considéré les mêmes objets, et Lieblich dans sa thèse a fait une théorie extrêmement complète des faisceaux tordus et de leurs espaces de modules, qui, couplé, disons, à ce qu'a fait Yoshioka, donne exactement ce dont je vais parler, donne exactement ce dont je vais parler aujourd'hui, dans un formalisme qui est vraiment très fort. Donc, il y a une histoire qui s'est un peu séparée, qui revient, et qui est revenue très vite. Voilà, donc je vais discuter un tout petit peu de ça. Et peut-être c'est un bon moment pour dire, donc remarque, on peut reprendre, je ne vais pas le faire en détail, je le ferai un petit peu plus la semaine prochaine, donc on peut reprendre l'argument d'Artin et Swinnerton d'ailleurs, donc cette construction de torseur, donc ce que on peut dire peut-être la théorie d'Og-Shafarevich, donc la théorie justement d'existence de torseurs sous les fibrations elliptiques ou en dimension plus grande, Shafarevich. De ce point de vue, c'est quelque chose qui marche très bien. Alors il faut faire un peu attention. Mais comment est-ce qu'on voit? Donc on a notre A, donc on avait A sur S, puis on avait un torseur X sur S. Alors évidemment, la façon la plus simple, c'est pas de partir de A et de construire X, c'est de partir de X, fibration elliptique qui n'a pas forcément de section, et de construire A. Donc A, je peux l'écrire de cette manière. C'est la fibration jacobienne de X. Et où est-ce qu'on voit? Donc A est un espace de module de faisceau sur X, bien sûr. Où est-ce qu'on retrouve la classe de Brouwer? C'est justement dans l'obstruction à avoir un fibré universel sur X croix A. Donc l'obstruction à avoir un fibré universel sur X croix A correspond à la classe dans le groupe de Tate-Shafarevich déterminé par X.
Zarevich. Enfin, à X, à la classe de X. Ok, donc on retrouve, donc autrement dit, on a un fibré tordu sur le produit de X et de A. Bon, très bien. Alors je voudrais faire une définition. Alors il y a plusieurs définitions de faisceaux tordus. Et on va voir qu'il y a une ambiguïté à laquelle il faut faire un petit peu attention. Donc je vais la décrire. Donc la définition basique. C'est la suivante. Donc vous prenez alpha, donc x sur K ou sur projective lisse. Vous prenez alpha dans H2 de x au x étoile. Et donc un faisceau tordu, donc cohérent par exemple, quand même, tordu par alpha, et la donnée suivante. Alors je vais faire une définition un tout petit peu vague, et puis que vous pourrez compléter, puisque je vais choisir un recouvrement. Donc c'est la donnée pour un, la donnée pour un cocycle alpha IJK représentant la classe alpha. Donc on a un cocycle comme plus haut, on a un recouvrement de X par des ouverts, mettons étal, mais en fait, c'est pas vraiment important. Représentant alpha, deux faisceaux cohérents donc je vais appeler deux faisceaux cohérents FI sur UI, deux isomorphismes phi IJ, donc de FI restreint à UIJ dans FJ restreint à UIJ, qui vérifie donc, qui vérifie pas tout à fait la condition de recollement, mais qui la vérifie au cocycle alpha IJK près. Donc phi KI, phi JK, phi IJ c'est alpha IJK fois l'identité de FI restreint à UJK. Donc c'est cette chose-là. Donc c'est en ce sens que le fibré universel pour un espace de module stable est effectivement un fibré tordu par une classe de Brouwer. Alors il y a plusieurs subtilités. La subtilité principale, c'est à quel point cela dépend du cocycle. Donc cette définition ne dépend pas du cocycle choisi à équivalence de catégorie près. C'est-à-dire que si je choisis deux cocycles, donc les faisceaux tordus par alpha forment avec cette définition une catégorie abélienne, il n'y a pas de problème. Et pour deux choix de cocycles différents, ces deux catégories abéliennes sont les mêmes. À un isomorphisme près, donc je fixe un cocycle. Je peux fixer donc ce que je dis, c'est je fixe un cocycle, ça me définit les faisceaux tordus, donc il faut faire un petit peu attention, tu peux évidemment... enfin, oui, c'est ça. Fixons alpha, représentons-le par un cocycle. Un cocycle qui représente. Et ensuite, ça te donne un cocycle. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, tu as deux choix. Tu as le recouvrement
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc je définis une catégorie de faisceaux que j'appelle tordu par alpha, par cette définition. Donc dans ta catégorie, tu as fixé... J'ai fixé ces données supplémentaires. Voilà. Donc cette catégorie, à équivalence de catégorie près, ne dépend pas du choix du recouvrement ouvert et du cocycle. Parce que deux cocycles font... Ça, j'y crois pas. Dans ton truc, il faut que tu dises pour tes faisceaux, eux-mêmes, ils sont définis par un cocycle à quelque chose près. Ah oui, non, tout à fait, c'est ce que je disais quand la définition est un petit peu... C'est-à-dire, ta catégorie, elle n'est pas définie par un cocycle, elle est définie par un cocycle à quelque chose près. Ce que je dis, c'est que si je choisis un deuxième cocycle, donc je peux toujours prendre un recouvrement ouvert tel que, compatible pour mes deux cocycles. Donc, ce qui va se passer, c'est que mes deux cocycles vont différer par un fibré en droite. Par un fibré en droite près. C'est-à-dire que je passe d'une catégorie à l'autre en choisissant un fibré en droite. Donc je prends deux cocycles différents qui représentent la même classe dans le groupe de Brouwer. Il y a un fibré en droite qui exprime le fait que ces cocycles représentent le même objet dans le groupe de Brouwer. On a mis une classe dans H2. Ce fibré en droite me permet de passer d'une catégorie à une autre. Non, tu n'as pas dit ce qu'étaient les objets de la catégorie. C'est la question que je pose. Tu as donné un cocycle. Or, est-ce que c'est vrai que les objets de la catégorie sont des cocycles phi-j? Est-ce que c'est vrai ça? Ah, C'est des cocycles phi-j à quelque chose près. ah, que les phi-j, oui, les phi-j sont bien sont définis à un fibré en droite près. C'est plus compliqué que ça. C'est la question que je pose. Je ne dis pas que c'est pas correct, mais ça me paraît bizarre. Mais le FI, c'est un fibré vectoriel sur UI. Donc une fois que tu as UI, tu as FI. Et puis ensuite, tu donnes des isomorphismes. Est-ce que tu donnes... Ma question, c'est est-ce que ces isomorphismes Font partie de... sont isomorphismes à quelque chose? Non, je veux pas, je veux les prendre, je les recolle. Si j'ai un faisceau, les isomorphismes sont... Tu vois, si je pars d'un... Enfin, non, il n'y a pas de choix dans les... Et les ROM dans la catégorie, c'est... Oh bah, c'est ceux qui sont compatibles... Enfin, c'est ceux qui font commutader les diagrammes. Le ROM... Quels sont les... Bon, ça c'est pas très grave. Bon, À mon avis, il y a un raffinement près dans la définition. Parce que sinon, tu ne peux pas définir le ROM. Comment ça, les hommes se recollent... Si tu as deux trucs comme ça, donc tu as deux recouvrements, d'accord? Oui, Il faut pouvoir définir le ROM, donc il faut passer un troisième, il faut passer un raffinement des deux recouvrements. Non, je comprends. Non. Le recouvrement est fixé pour le moment dans la catégorie. Alors c'est là, c'est le sens de la remarque suivante. On prend le alpha. Alors effectivement, ma catégorie a priori dépend du choix du recouvrement et du cocycle. Et ce que je dis, c'est qu'elle en dépend, tout à fait. Mais elle en dépend. Les deux catégories associées à deux recouvrements et deux cocycles différents sont équivalentes par tensorisation par un fibre en droite non tordu, justement. Un fibre en droite n'est jamais tordu. Donc il y a une ambiguïté parce que la définition est effectivement en fonction du cocycle, donc du recouvrement. Donc quand je dis le cocycle, c'est le recouvrement ouvert plus le cocycle. Ça, tout à fait. Alors, par exemple, prenons alpha trivial, recouvrement trivial, juste N. Oui, donc à ce moment-là, un faisceau cohérent tordu et un faisceau cohérent. Non, parce qu'il n'y a plus de UI. J'ai pas compris. Il y a UI qui est tu as pris le recouvrement trivial, donc il y a un seul UI, c'est X tout entier. Tu prends alpha trivial, tu prends comme recouvrement
X en l'occurrence, mais oui. Donc, le recouvrement, c'est M. Tout à fait. Maintenant, la définition des faisceaux cohérents, C'est un faisceau cohérent sur M. c'est un faisceau cohérent sur M. Voilà. C'est vraiment ça, là. Effectivement, non, je pense que, tu vois, il y a deux données de recollement qui sont cachées, parce qu'évidemment, quand je définis mon faisceau cohérent sur UI, il y a le fait que c'est un faisceau cohérent, donc il y a cette condition de faisceau sur chaque UI. Mais la différence avec la condition de faisceau usuelle n'apparaît que pour un recouvrement fixé. Donc le point est que si je prends deux cocycles différents, disons deux recouvrements ouverts différents, deux cocycles différents, qui représentent la même classe dans H2 de X ou X étoile, les catégories donc, sont équivalentes par tensorisation, par le fibre en droite qui décrit le fait que les deux cocycles ont la même classe de cohomologie. Donc il y a une toute petite ambiguïté quand même, donc, qui est ce fibre en droite. Alors je voudrais faire une autre remarque. C'est que si F est localement libre voulant dire les FI sont localement libres, de rang R, alors l'ordre de alpha de la classe alpha donc dans H2 de X o X étoile divise R. Okay. Donc pourquoi? Faisons d'abord, supposons F localement libre de rang 1. Je suis en train de dire que les fibres en droite ne sont jamais tordues. Donc ça, c'est un exercice, disons. Je vous laisse faire le cas de rang 1. Et puis ensuite, on regarde le déterminant de F, le déterminant de 1F. Donc pourquoi? Donc, on comprend le cas de rang 1. Et le déterminant de F, il est tordu, mais il n'est pas tordu par alpha. Il est tordu par alpha puissance R. Je suis dans une notation explicative. Il est tordu par alpha puissance R, donc alpha puissance R est trivial. Si R est le rang. Alors, c'est une remarque, voilà, dite comme ça, pas très intéressante. En fait, dans les applications de cette théorie, c'est vraiment un point clé. Parce que ça veut dire qu'il est beaucoup plus facile, dans un certain nombre de cas, de montrer la stabilité des faisceaux tordus. Pourquoi? Parce que si vous prenez, donc il y a une catégorie de faisceaux, évidemment. Donc je le dis, c'est pas tout à fait en lien avec ce qu'on fait là, mais je trouve que c'est vraiment assez frappant. Si vous prenez un faisceau qui est ce qu'on appelle maximalement tordu, donc maximalement tordu voulant dire que le rang est égal à la torsion de la classe dans le groupe de Brouwer, de alpha. Alors, et localement libre, alors il n'y a pas de sous-faisceau. Il n'y a pas de sous-faisceau localement libre, puisque un sous-faisceau devrait rester tordu par la même classe, mais son rang va être trop petit. Donc il n'y a pas de sous-faisceau non trivial, donc il est stable. Donc vous avez, si vous savez construire des faisceaux qui sont très tordus, alors vous avez pour rien une condition de stabilité. Et c'est quelque chose qui avait été fait, donc là je parle beaucoup de cycle algébrique et de diviseur, mais c'est quelque chose qui avait été utilisé par Markman, et puis qu'après on avait utilisé ensemble, dans le cas des variétés symplectiques holomorphes, et qui dit la chose suivante. Donc, vous voyez, à l'époque, lui, il voulait démontrer que la forme de Boville-Bogomolov, dont j'ai parlé la dernière fois, donc on prend une variété symplectique holomorphe, le H2 est muni d'une forme quadratique qui ressemble à la forme d'intersection, mais en dimension plus grande. Et cette chose-là est compatible aux structures de Hodge, donc donne un cycle algébrique donc si on est parti de X, dans X croix X. C'est un cycle algébrique qui n'est pas tout à fait, c'est pas évident a priori que ce soit un cycle algébrique. Et c'est évident dans un certain nombre de cas où notre variété symplectique holomorphe est obtenue comme je l'avais expliqué la dernière fois, par une construction d'espace de modules, parce qu'on a suffisamment de correspondance avec une surface, etc. Et tout le point était d'arriver à déformer cette classe. Donc déformer une classe, c'est déformer un fibré. Et on sait très bien, alors c'est une autre partie de la théorie qui va être reliée à ce que je racontais la semaine dernière, mais la semaine prochaine, mais c'est quelque chose qu'on sait très bien faire sur ces variétés-là, tout simplement parce qu'on a des structures quaternioniques qui sont un petit peu cachées. Donc on a une théorie de la déformation qui est très bonne qui permet de caractériser les fibrés qui se déforment raisonnablement en fonction de deux choses. En fonction de données numériques, donc si les données numériques ou cohomologiques se déforment
alors on espère que le fibré se déforme. Et si les fibrés sont stables, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, donc il faut des conditions de stabilité qui sont, si on les dévisse complètement, sont des conditions très analytiques. Et ce qui est possible de faire dans toutes ces choses-là, donc dans des situations où on a des transformés, des espaces de modules de faisceaux qui ne sont pas des espaces de modules fins, on peut utiliser ça justement dans une optique de construire des cycles algébriques ou de déformer des cycles algébriques pour nous, tout simplement parce que si on a des espaces de modules qui sont maximalement non fins, qui sont grossiers de manière maximale, donc au sens où le fibré universel est non seulement tordu par une classe dans le groupe de Breuer, mais il est tordu par une classe d'ordre maximal par rapport au rang, d'ordre minimal par rapport au rang, donc le rang est maximal, alors les fibrés sont stables automatiquement. Et donc on a une théorie de la déformation qui est très très bonne. Ça donne des fibrés très intéressants sur des variétés qui ne sont plus des espaces de modules, parce qu'on peut déformer dans beaucoup de directions. Tout à fait. Donc je vais venir à ce point-là dans un petit moment. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas trivial, qui est dû à Lieblich. Donc je vais venir un moment. Ce que je voulais dire, c'est que oui, effectivement, je parle de stabilité déjà, alors qu'il n'y a pas encore, mais il y a une condition de stabilité. Il y a un polynôme de Hilbert en fait qui apparaît. Donc je vais justement venir à ce à quoi fait allusion Jean-Benoît. Donc c'est venir doucement à la théorie des espaces de modules. Alors, vous voyez bien, la définition que j'ai donnée n'est pas très efficace. D'ailleurs, je pense qu'une preuve est le fait que ça n'a pas satisfait tout le monde. Donc, je prends un peu de temps parce que ce n'est pas des notions tout à fait évidentes. Du coup, je dépasserai sans doute, enfin, je prendrai une part de ce que je voulais faire aujourd'hui la semaine prochaine. Donc, une autre construction qu'on peut faire. Deux autres constructions qu'on va faire. Si soit F non, peut-être, oui. Soit F tordu par alpha. Okay, donc on a choisi un ouvert, un cosique, etc. Alors, on n'a pas tout à fait, donc on n'a pas vraiment un faisceau cohérent. Supposons-le localement libre. Alors, on a deux objets géométriques intéressants. On a deux objets non tordus. Le premier, c'est l'espace projectif associé, alors peut-être qu'il faut que je mette F dual pour être raisonnable, ou F, de toute façon, les deux existent. On a cet espace projectif, et donc c'est un fibré sur X, fibré projectif. Donc celui-là est bien défini. Tout simplement parce que la donnée de recollement pour les espaces projectifs est insensible à ces homothéties. Donc on peut recoller les fibrés projectifs. Et puis on dispose d'un autre objet, c'est le faisceau des endomorphismes de F. Pour la même raison, le faisceau des endomorphismes de F, lui, se recolle, puisque ces homothéties disparaissent, et c'est une algèbre d'Azumaya. Donc évidemment, ça ne doit pas tout à fait nous surprendre, puisque de retour, si on se donne un fibré projectif, l'obstruction à l'écrire comme un fibré projectif associé à un fibré vectoriel vit dans le groupe de Breuer, et c'est évidemment la classe dont on est parti. Et pour la même raison, cette algèbre d'Azumaya représente évidemment la classe dans le groupe de Breuer là. Mais on a un peu mieux parce que maintenant, partons de ce fibré-là. Alors, je vais faire la version algèbre d'Azumaya. Partons maintenant de E, un faisceau encore tordu par alpha. Alors, on peut le détordre. On peut le détordre en tensorisant par le dual de F. Donc, F dual tenseur E, très bien. C'est un faisceau cohérent, donc non tordu. Okay, donc celui-là est tordu par alpha moins 1, celui-là est tordu par alpha, donc la condition de recollement devient la condition usuelle. Donc c'est un faisceau cohérent. Mais c'est un peu plus. Maintenant, on a une structure de plus. C'est un module
sur l'algèbre d'Azumaya des endomorphismes de F. Voilà. Et donc, maintenant, variante de la définition, qui est à la fois plus efficace, mais qui représente la même ambiguïté, c'est, on peut définir, donc je ne vais pas donner exactement la définition, vous avez fait une petite compatibilité, je vais donner la définition la plus abstraite dans une minute. On peut définir un faisceau tordu comme un faisceau, un vrai faisceau cette fois-ci, sur une algèbre d'Azumaya. Donc le point étant la compatibilité des actions, en fait, sur une algèbre d'Azumaya. Et vous voyez, en fait, à la fois on a gagné, parce qu'on a une définition plus agréable, on n'a pas un cocycle, mais on n'a pas gagné beaucoup, on n'a pas spécialement libéré l'ambiguïté, puisqu'on a remplacé l'ambiguïté dans le choix du cocycle par l'ambiguïté dans le choix de l'algèbre d'Azumaya qui représente la classe dans le groupe de Brouwer. Et c'est quelque chose qui, voilà, c'est inévitable, évidemment. Donc on a cette petite ambiguïté. J'aimerais dire, parce que je vais donner la notion de classe de Chern dans un moment, et il va bien falloir tenir compte de cette ambiguïté. Et donc je vais donner la dernière définition, qui est celle que Lieblich utilise, qui est la plus efficace. Alors peut-être à un moment, je devrais dire, on peut, donc vous voyez, la morale de cette histoire, et donc qui arrive à la notion de gerbe, c'est qu'il faut s'appuyer à un moment sur le groupe de Brouwer tel qu'écrit de manière cohomologique. Le groupe de Brouwer cohomologique n'est pas tout à fait suffisant pour directement donner de la géométrie, si vous voulez. Il faut s'appuyer sur des représentants géométriques, et l'ambiguïté dans le choix de ce représentant géométrique se traduit dans une ambiguïté dans la définition, dans un certain sens. Donc, on peut faire ça. On peut évidemment, donc si on travaille un petit peu, on peut définir un faisceau tordu par alpha comme en s'appuyant non pas sur l'algèbre d'Azumaya, mais évidemment en s'appuyant sur le fibré projectif directement. Donc on peut, il faut faire un petit peu attention à ce que ça signifie. On peut définir, donc je vais appeler ça Y, on peut définir un fibré tordu sur X comme un fibré sur Y avec une condition de recollement qui prend en compte le fait que ce n'est pas tout à fait un fibré projectif associé à un vectoriel. Donc je mentionne ça parce que c'est ce qui est utilisé un petit peu plus dans la littérature type dans la géométrie algébrique complexe. Donc c'est comme ça que Yoshioka définit un faisceau tordu. C'est vraiment encore la même chose. Donc vous voyez, le point est que sur P de F dual, on a les fibrés tautologiques qui prennent en compte, qui voient la classe de Brouwer de Y. Disons, les fibrés. Très bien. Donc, et la dernière chose, donc meilleure définition sans doute. Alors, ça me permet aussi un tout petit peu de la varier. Donc, vous voyez, ce qui nous intéresse ici, c'est, alors j'ai écrit OX étoile, mais donc OX étoile c'est GM. Ce qui nous intéresse c'est GM. Donc, prenons un sous-groupe de GM. Donc, G, ça va être soit GM, soit en fait, et ça va être important pour nous quand même, c'est un mu-n, c'est de travailler avec des classes de... Enfin, vous avez bien vu que ce qui intervenait, ce n'est pas tout à fait le groupe de Brouwer, c'était H2X mu-n et son image dans le groupe de Brouwer. Donc, vous avez X un schéma, donc je vais le garder par un schéma projective lisse si vous voulez, mais ce n'est pas essentiel. Donc, une gerbe sur X. Donc, alors je vais faire un petit peu attention, c'est un champ... Alors, je pense qu'il faut dire un champ d'Artin au cas où on serait avec GM. Donc, X sur X. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire un champ qui ressemble autant que possible au schéma X, mais qui a comme groupe d'automorphisme à chaque point le groupe G. Donc, tel que d'une part, donc je regarde le groupe des automorphismes. Donc je vais écrire I de X, ce qu'on appelle le champ d'inertie ou inertiel, je ne sais pas ce qu'il faut dire.
qui représente les automorphismes à chaque point de la CG. Et d'autre part, donc c'est une gerbe, donc il y a une condition de gerbe qui sont existence locale d'objets et ils sont tous isomorphes. Isomorphisme local. Des objets. Donc c'est une gerbe. Donc comment est-ce qu'on peut penser à ça? En fait, donc vous avez ce champ x ronde et puis son espace de module grossier qui est x. Et en fait, la condition de gerbe, c'est dire que donc on a un faisceau toujours associé à x ronde, on a un faisceau sur grand X qui est associé à x ronde, qui est justement le faisceau des classes d'isomorphisme d'objets au-dessus de grand X. Et en fait, dire qu'on a une gerbe, c'est dire que le faisceau associé à x ronde est représenté par l'espace de module grossier x. Voilà, c'est cette condition qui apparaît naturellement dans l'espace de module. Très bien. Et donc, dans cette chose-là, si on dévisse en fait le fait que le représentant précis du groupe de Brouwer, que ce soit un fibré projectif ou une algèbre d'Azumaya, n'est pas vraiment essentiel, on obtient juste la gerbe qui représente notre classe dans le groupe de Brouwer et un faisceau tordu et effectivement un faisceau, cette fois-ci un vrai faisceau, sur la gerbe X. Alors vous voyez, il faut quand même une condition puisqu'on a un groupe tel que l'action de G. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a cette gerbe-là. À chaque point, elle a un groupe d'automorphisme qui est notre groupe G. Donc c'est un sous-groupe de GM. Donc tel que l'action de G, donc un faisceau sur X ronde, il est muni d'une action du groupe G tout simplement, puisque X ronde lui-même, lui-même, le champ, est muni d'action de G. Donc l'action de G sur F est la multiplication. C'est un sous-groupe de GM. Donc c'est la condition que je n'ai pas écrite pour dire quels faisceaux sur les algèbres d'Azumaya sont les faisceaux tordus. C'est cette condition de compatibilité. Bon, très bien. Donc c'est quelque chose d'un peu abstrait. Mais ces façons de voir vous disent qu'en fait, ces faisceaux tordus ne sont pas si différents du point de vue justement de la théorie des déformations, tout ce qu'on veut, des faisceaux usuels, que ce soit parce qu'on les voit comme des vrais faisceaux sur un espace un peu plus compliqué, sur un fibre projectif sur l'algèbre d'Azumaya, ou parce qu'on les voit sur des faisceaux sur un champ, alors ça fait un petit peu peur, mais sur un champ qui est vraiment très très proche d'un schéma. C'est juste, on a juste rajouté ces automorphismes en chaque point, cette gerbe. Donc on n'a pas beaucoup plus. Donc la conséquence, c'est que la théorie donc, de Giesecker, Simpson, etc., des espaces de modules de fibrés stables se généralise. Donc, conséquence, c'est dû à Lieblich et à Yoshioka. La gerbe est représentée par alpha. Voilà, donc oui, peut-être qu'un faisceau tordu est un faisceau sur X, donc il est tordu par alpha représenté par... Donc c'est la théorie générale donc, qui est dans le Giro. Les gerbes correspondent... Donc les gerbes sont les objets correspondant à des classes dans le groupe de Brouwer. Donc il est tordu par alpha représenté par X. Et donc on voit exactement cette ambiguïté. On part d'une classe dans le groupe de Brouwer, on le représente par une gerbe, et donc en fait le vrai objet c'est un faisceau sur la gerbe, c'est pas un faisceau alpha tordu. Donc la notation en un certain sens n'est pas tout à fait correcte de parler de faisceau tordu par alpha. Donc il y a vraiment cette ambiguïté qui reste, c'est des faisceaux sur un objet. Alors on le dit comme on veut, qu'on travaille sur la gerbe ou sur son incarnation, l'algèbre d'Azumaya par exemple, ou sur le fibré projectif, c'est pas très très différent, mais c'est le vrai objet. Donc il faut faire assez attention quand on a un faisceau par exemple, localement libre, on voit très bien, il n'y a pas de problème, mais si on veut dire un faisceau gratte-ciel tordu, il faut faire attention à sur quel objet vit ce faisceau gratte-ciel. Il y a des choses un peu compliquées. Enfin, il
faut faire un petit peu attention. Donc la conséquence, et qui est vraiment un travail important, donc d'une part de Lieblich dans une généralité très grande, et d'autre part de Yoshioka dans une c'est plutôt sur un nombre complexe, mais ce n'est pas tout à fait essentiel, c'est que la théorie des espaces de modules fonctionne dans ce cas-là. Donc on a une notion de stabilité qui n'est pas mystérieuse, hein, qui a un polynôme de Hilbert. Vous voyez, par exemple, quand on regarde ici, où c'est un peu plus simple, on peut définir tout simplement pardon, le polynôme de Hilbert de E comme le polynôme de Hilbert de f dual tenseur E. Alors, c'est pas tout il faut normaliser un tout petit peu pour se débarrasser du rang. Il va dépendre de f, mais il va dépendre de f de manière fixée, donc ça permet de sortir une notion de stabilité qui est vraiment la notion, qui est en particulier suffisamment bonne pour que quand on n'a pas de sous-vibré, alors ça soit stable. Ça, c'est tout à fait normal. Donc il y a cette notion, je reparlerai, je vais donner les... je ne sais pas si je vais donner aujourd'hui. Je vais parler de classe de Chern, donc on verra un petit peu la même subtilité. Donc on a une notion de stabilité. Oui, et je devrais peut-être dire une chose, c'est que c'est tout à fait dû à Lieblich Yoshioka évidemment, mais en fait il y avait un travail qui avait déjà été fait parce que Simpson avait travaillé sur les espaces de modules de faisceau sur les algèbres d'Azumaya. Donc ça, c'est même, voilà, il faut citer les gens qui ont vraiment fait ça. Excuse-moi, j'ai une petite question. Oui. Quand on dit faisceau sur une algèbre d'Azumaya, ça ne veut pas dire qu'on a un faisceau cohérent sous-jacent ou est-ce qu'on a... Si, c'est un faisceau cohérent sur l'algèbre d'Azumaya. Alors à ce moment-là, Simpson avait vraiment défini, d'une façon générale, Un faisceau d'algèbre, il définit la notion de stabilité dans... faisceau de stabilité pour Et puis... faisceau cohérent, haut cohérent. Oui, non, ça c'est... Qui sont en plus des faisceaux sur cette algèbre. D'accord, donc c'est tout à fait... Voilà. Il faut quand même que l'algèbre en question soit elle-même un faisceau cohérent. Ah mais c'est une algèbre d'Azumaya, c'est un faisceau... Non, c'est pas un objet si compliqué quand on le voit vraiment comme ça. En fait, on rajoute, je veux dire, on a un objet dans un faisceau cohérent, ça, on a la condition d'algèbre en plus qui donc a été fait par Simpson, qu'ils ont refait un petit peu. Et donc on a une notion de stabilité, donc je vais rajouter Simpson comme ça. Non, après, je pense que l'exploitation vraiment géométrique dans ces contextes-là, enfin les choses période d'indice et les choses dont je vais parler après, bon, sont dues à... Même l'existence des espaces de modules en caractéristique zéro, c'est dû à Simpson. Dans certains cas particuliers, avec une algèbre comme ça, c'est dû à Adrien Langer. Tout à fait, non, j'allais le citer dans un moment de toute façon. Donc il y a une notion de stabilité, donc il y a les espaces de modules, de stabilité et de semi-stabilité évidemment, on dispose des espaces de modules, donc exactement dans la même généralité que dans le cas classique. Et donc effectivement, je vais mettre Langer ici, mais donc tout ça a été fait. On a des espaces de modules, peut-être avec la stabilité, on a l'inégalité de Bogomolov. Tordu, tout marche vraiment, il n'y a pas de phénomène, quand on regarde d'un tout petit dans cette généralité-là, il n'y a pas de phénomène tout à fait différent. Donc on a Bogomolov, on a l'espace de module, on a une étude évidemment infinitésimale de l'espace de module qui est tout aussi efficace que dans le cas non tordu. Ça marche en caractéristique P dans la généralité où Langer a travaillé. Il y a vraiment toutes ces choses-là. Et les espaces de modules satisfont. Alors ça ne va pas venir spécialement pour nous. En fait, on va juste avoir besoin de la notion de stabilité et de l'existence des espaces de modules parce qu'on a une situation où la géométrie est particulièrement simple. Mais ces espaces de modules vérifient les mêmes propriétés disons, le fait on peut vérifier qu'ils sont non vides, irréductibles, etc. Essentiellement dans la même généralité où on peut vérifier que les espaces de modules de faisceaux stables sur une surface sont non vides, c'est-à-dire tous les théorèmes de Gieseker et Lie qui sont à rang fixé, à déterminant fixé, quand la deuxième classe de Chern tend vers l'infini, ces espaces de modules deviennent non vides, irréductibles et les singularités sont tout à fait bornées. Donc c'est Gieseker, Lie, O'Grady, tout ça marche exactement. Donc on a les mêmes résultats et avec des méthodes qui ne sont pas si différentes. Alors je voudrais quand même dire un mot stratégique sur cette chose-là. Donc il y a deux façons. Évidemment, la façon
correct de faire les choses, c'est de passer, donc soit de travailler sur un faisceau, sur un champ, et de se convaincre que la théorie marche sur ce type de champ, pas trop singulier, ou de passer à des faisceaux sur des algèbres et d'utiliser ce qu'ont fait Simpson puis Langer. L'autre possibilité, donc ce sont deux arguments qui disent que les espaces de modules de fibrés tordus sont en fait très proches des espaces de modules de faisceaux. En fait, dans certains cas, il y a des façons très, très faciles de comprendre que ces espaces de modules sont des déformations d'espaces donc ces espaces de modules tordus sont des espaces de modules de faisceaux par déformation. Donc, si X a beaucoup de déformations, alors par là j'entends, alors mettons qu'on soit sur C pour fixer les idées, que tout élément de H2, alors je vais être sur C vraiment, Z, donc je regarde la cohomologie singulière de X, donc on est vraiment sur C, Z deviennent algébriques après déformation. Donc c'est ce qui arrive, alors c'est ce qui arrive quand on est dans le cas d'une grosse monodromie agissant sur le H2, donc est-ce que ça n'a pas trop de sens ce que je dis là? Non, si. Je pense que, après, je suis dans la catégorie complexe, donc je déforme un petit peu, les classes peuvent tout à fait devenir algébriques. Donc si on a suffisamment de monodromie, ça arrive tout le temps. Tout à fait, mais je suis vraiment en train de penser à des variétés complexes, donc je déforme d'un point à un autre, il n'y a pas de fibre générale. C'est pour ça que je dis ça. Donc je redécrirai dans un petit mot. Alors, dans une situation où les espaces de modules... Et si on a de la licité, et si on a un peu suffisamment de licité pour que l'espace de module soit quand même plat, par exemple, de régularité, disons, pour que l'espace de module soit plat, qui se déforme raisonnablement. Les espaces de modules de fibrés tordus se déforment en des espaces de modules de faisceaux usuels, disons, des espaces de modules de faisceaux. Oui, parce qu'on a une très bonne théorie de la déformation qui voit pas tout à fait, qui voit évidemment la classe dans le groupe de Brun, mais qui permet de la rendre triviale. Vous voyez, si on part d'un faisceau sur une algèbre d'Azumaya sur une variété, on déforme avec l'algèbre d'Azumaya jusqu'à ce qu'elle devienne triviale, qu'elle ait une classe de Brouwer triviale. L'espace de module va se déformer avec, disons dans une situation, supposons qu'on soit dans une situation de platitude ou quelque chose comme ça. Mais tout marche de manière relative, donc il n'y a pas grand-chose à contrôler. Notre espace de module de faisceau tordu va devenir un vrai espace de module de faisceau. Et c'est un phénomène qu'on a vu au début du cours. C'est le phénomène que... c'est un phénomène parallèle, c'est pas exact, c'est pas stricto sensu, c'est la même chose, mais qui dit que la topologie d'espace, c'est quelque chose qui reflète c'est quelque chose qui reflète dans le cas des torseurs ces familles continues qui disent que les topologies changent pas, qu'il n'y a pas des phénomènes topologiques ou même géométriques de géométrie en oubliant les symétries du problème, qui soient contrôlés par la classe dans le groupe de Brouwer elle-même. Un torseur sous une fibration abélienne dépend pas vraiment, la topologie de ce torseur ne dépend pas du choix du torseur précis. Tout varie raisonnablement. On peut annuler ces obstructions par déformation. Bon, très bien. Alors, j'ai pris un petit peu plus de temps. Mais donc, je voudrais juste, je finirai ces arguments-là la semaine prochaine. Oui, ça rentrera.
Mais la conséquence de la remarque que je viens de donner, des deux remarques que je viens de donner, donc d'une part l'existence des espaces de modules et le fait qu'on les contrôle, disons localement très bien, et d'autre part ces invariances par déformation, nous donnent, dans le cas des K3, où on a donc une très bonne théorie, donc dans le cas des surfaces K3, et ça c'est vraiment dû à Yoshioka, des surfaces K3. Donc, que se passe-t-il dans le cas des surfaces K3? Les espaces de modules de faisceaux, sous une condition, disons, de généricité, qui est celle que j'avais laissé passer sous silence la dernière fois, mais de manière très générale, sont lisses, projectifs, si j'ai bien choisi ma condition, encore une fois, et de dimension contrôlée donc par la norme d'un vecteur de Mukai. Mais ça veut dire que si je définis un vecteur de Mukai dans le cas tordu de manière guidée justement par l'invariance par déformation, dans le cas des surfaces K3, les espaces de modules de faisceaux tordus sont des formations, donc sont des formations de leurs analogues non tordus, et en fait, leurs analogues non tordus, il n'y en a qu'un à déformation près, sont des déformations de schéma de Hilbert, avec n qui est contrôlé par la numérologie de l'espace de module qu'on considère. Donc il se passe rien. Donc géométriquement, on n'obtient pas des nouvelles variétés, ce qui est bon ou pas suivant ce que vous voulez faire. Mais évidemment, on va quand même retrouver, et c'est ce que... Bon, je expliquerai ça la prochaine fois, là, je pense que ça vaut pas le coup. On va retrouver deux choses. Donc Yoshioka nous dit deux choses. Donc, on part d'une surface K3, une classe dans le groupe de Brouwer, un certain espace de module de faisceau, donc avec un polynôme de Hilbert fixé, je donnerai la numérologie en tout début de cours la prochaine fois. On peut déformer cette chose-là à un espace de module usuel. Donc, Yoshioka dit on contrôle la géométrie de l'espace de module tordu. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part qu'on peut appliquer des arguments de famille limitée. Donc on peut mettre l'astuce de Zarine dans cette histoire-là, tout simplement parce que je vais obtenir, si je me débrouille, je vais même obtenir du surface K3, je vais obtenir en général des familles symplectiques holomorphes. Donc je peux les mettre dans les arguments de la semaine dernière pour montrer qu'il y en a très peu sur un corps fini par exemple. Et d'autre part, alors évidemment ça ne suffit pas, puisqu'il faut dire, et c'est ce sur quoi j'avais essayé de faire un peu attention tout à l'heure, c'est que d'autre part, certes, la topologie ou la géométrie un peu globale de l'espace de module tordu ne voit pas le fait qu'on travaille avec une classe de Brouwer un peu compliquée, ce qui nous aide à les borner, mais en fait, il s'en souvient quand même. Donc, finitude des espaces de modules implique finitude de Brouwer. C'est-à-dire c'est la même chose que pour le cas des surfaces elliptiques. La surface elliptique elle-même, et puis avec sa classe, avec ce fibré big, ne voit pas du tout le fait qu'on partait avec une classe de Brouwer de très grand ordre. Par contre, sa géométrie fine, c'est-à-dire la géométrie de son Néron-Sévry tout entier, ou d'un sous-réseau d'ordre 2, de rang 2, elle le voit, et ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avec cette numérologie-là, on va pouvoir faire la chose suivante, on va pouvoir construire donc on va, et c'est ce que je vais expliquer la prochaine fois, donc on va pouvoir, à partir d'une classe dans le groupe de Brouwer, on va construire, et c'est ce qui se passe dans Lieblich, Molke-Snodder, c'est exactement le point de leur article, toute une famille de surfaces K3 qui ont, alors, a priori, des polarisations de degrés de plus en plus grands, donc qui retiennent dans leur Néron-Sévry, dans le discriminant de Néron-Sévry, l'ordre de la classe de Brouwer, et puis on va appliquer l'astuce de Zarine pour montrer qu'il y en a qu'un nombre fini. Et l'autre chose qu'on montrera, c'est que si on partait d'une surface K3 de nombre de Picard 2, cette fois-ci, on peut être un peu plus astucieux dans la numérologie et faire exactement la même chose que font Artin et Swinnerton d'ailleurs. On peut construire des espaces de modules
Donc, voyons, je vais juste donner l'argument, je vais montrer qu'il y a la place pour le faire dans une semaine. Partons d'une surface K3, on a un groupe de Breuer infini, donc on construit toutes ces classes. On construit des espaces de modules de faisceau pour chacune de ces classes. Et évidemment, par le deuxième point, ils vont retenir le fait qu'on prend des classes dans le groupe de Breuer d'ordre de plus en plus grand. Mais on peut faire retenir à notre espace de modules, qui se trouve être une K3, que l'ordre est de plus en plus grand, tout simplement en faisant grossir la dimension négative de son Néron-Sévry. Donc le Néron-Sévry est de rang -2, donc par le théorème de l'indice de Hodge, il y a une direction positive et une direction négative. On peut faire grossir la direction négative. On peut dire qu'il y a un diviseur de carré négatif, cette fois-ci strictement négatif, qui est de carré de plus en plus gros en fonction de l'ordre dans le trou de Breuer. Et si on a fait ça, on a réussi à garder la contrainte du bas. Et donc il est tout à fait vraisemblable, et c'est le cas, il faut vérifier dans les réseaux qu'on peut garder par contre la classe ample, qui est de carré positif, on peut la garder constante. C'est exactement le même phénomène, la même numérologie et le même calcul que le calcul d'Artini-Swinnerton d'ailleurs, qui montrait qu'on prenait des torseurs de plus en plus gros, on gardait une classe de carré positif constant. En fait, cette chose-là se voit dans la géométrie de ces espaces de modules dès qu'on a suffisamment de place pour construire nos espaces de modules de manière avec des fibrés dont le déterminant est non pas la classe ample, mais une classe d'auto-intersection négative. Et c'est exactement ça que font Artin et Swinnerton d'ailleurs dans une géométrie qui va un peu plus. Mais on ne gagne ni ne perd grand-chose dans la technologie parce que tous ces arguments se placent, utilisent, pour contrôler la théorie de l'intersection, pour contrôler la géométrie, utilisent le fait qu'on a suffisamment de déformation sur C, donc on peut partir d'une surface K3 où on a un groupe de Breuer très gros et déformer pour que la classe de Breuer dont on est parti devienne triviale et qu'on ait un espace de module usuel, et puis ensuite déformer, c'est ce qui était sous-entendu la semaine dernière, à des surfaces ensuite elliptiques, où sur C, on sait faire les calculs un peu plus raisonnablement, et donc c'est toute cette déformation complexe qui permet de mener les calculs un petit peu cachés dans la numérologie, qui est la même chose, pas la même chose, mais qui rappelle en tout cas le fait qu'on doive passer au nombre complexe sur C pour mener les calculs dans Artin et Swinnerton d'ailleurs qui permettent de borner ça. Donc ce que je ferai la prochaine fois, je donnerai quand même, je voudrais écrire les arguments, décrire un tout petit peu la géométrie de ces espaces de modules pour finir les arguments que j'ai donnés là. Et après j'expliquerai donc quelque chose qui est un peu orthogonal, qui est dans le cas où on connaît le groupe de Breuer, où le groupe de Breuer formel en fait c'est un GA. Donc c'est le cas des variétés des surfaces K3 en l'occurrence super singulières, où on a un très gros groupe de Breuer. Je voudrais montrer comment ça permet par des constructions, en renversant les constructions dans un certain sens, cette fois-ci d'avoir une géométrie, donc on ne veut pas partir de la géométrie pour contrôler le groupe de Breuer, on veut partir du groupe de Breuer pour montrer quelle géométrie surgit de ces choses-là. Et donc je voudrais montrer comment il y a cette chose qui est assez fascinante, qui a été vraiment donc mise en évidence par Lieblich et Liedtke un peu séparément, sur l'analogie des espaces, l'existence d'analogues d'espaces de Twister sur les corps finis. Donc les espaces de Twister sont une construction complètement analytique, de géométrie analytique complexe, pas algébrique. Je vous remercie.